mon médecin qui me rajoute en plus, tu peux plus courir. Moi qui étais sportif, je me dis, mais ma vie, elle est finie, quoi. Où je suis allé beaucoup plus loin, c'est que cette jambe que je cachais, je l'ai tatouée entièrement. J'avais aussi envie de lui rendre hommage et de lui dire, en fait, pendant des années, je t'ai caché, maintenant, vous allez la voir. Donc là, moi, je sors ma petite carte joker en disant, non, j'ai une RQTH. La remarque, ah, purée, un handicapé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire le podcast. Donc c'est la continuité de mon activité professionnelle. Je dirige une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui recrute des personnes en situation de handicap. On a créé un concept de food corner, de restauration, enfin de cantine pour les entreprises. Et ma mission, c'est à la fois de créer de l'impact en créant de l'emploi, mais c'est aussi de donner la visibilité sur le handicap avec des sujets. Et j'ai le plaisir de recevoir des collaborateurs et aussi des personnalités hyper inspirantes qui ont des parcours incroyables. Et alors aujourd'hui, je reçois Mathieu Thomas, qui est, alors je suis obligé de lire mon téléphone tellement il y a de médailles pour lire son palmarès. Donc c'est un athlète de haut niveau en para-badminton, on appelle ça un parabatiste. Il a 41 médailles, si le site Wikipédia est bien à jour, parce qu'il a une page Wikipédia. 41 médailles avec notamment 19 titres de champion de France. Numéro 1 français, numéro 7 mondial, champion d'Europe, champion d'Europe, une or, une argent, 2 bronzes et une médaille de bronze en championnat du monde. Quel palmarès, c'est aussi un conférencier TEDx incroyable. Voilà, écoute, je te laisse compléter ta présentation. Bienvenue, bonjour à toi. Merci Ghislain de m'accueillir ici. Qu'est-ce que je pourrais compléter? Je sais même pas si je suis à jour sur les médailles. Même moi, je compte plus. Franchement, c'est plutôt mes enfants qui comptent. C'est un luxe, ça, quand même. Quand je compte plus les médailles. Ouais, ça, mais les enfants, ils sont trop contents. Donc, voilà. Ce qui complète un petit peu, c'est que je suis papa de jumeaux. D'une fille et d'un garçon qui vont avoir 7 ans. Je suis à la fois, comme tu l'as dit, TEDx et conférencier. Donc, j'interviens dans les entreprises pour parler du handicap invisible. Je pense qu'on va détailler un petit peu pourquoi je parle de handicap invisible. Et puis à côté, énormément de projets sociétaux pour essayer de changer un petit peu les choses, et je pense qu'on va découvrir tout ça. Bien sûr. Alors j'ai démarré par ce parcours sportif de haut niveau, du coup, qui est incroyable. Aujourd'hui, tu as 40 ans, donc tu es à l'âge où tu continues à faire du sport ou pas encore? Enfin, en tout cas, à ce niveau-là, je sais que tu as préparé notamment les Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, tu voulais participer à Paris aux Jeux Olympiques. C'est ça. Moi, le projet, il a commencé à 30 ans, où je me suis lancé dans le projet paralympique, avec Tokyo en 2021 et Paris 2024. 2 échecs. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, donc du coup t'as réussi, non? Alors Tokyo, t'es arrivé 7ème sur alors que c'était les 6 premiers, c'est ça? C'est ça, j'arrive 7ème sur 6 et Paris j'arrive 8ème. Ouais. Ils en prennent 8, sauf que il faut représenter tous les continents aux Jeux paralympiques, et du coup le premier océanien qui a fini 13ème sur la course olympique mais passé devant, donc du coup j'arrive 9ème. Donc ça veut dire qu'à part 2 fois pour les Jeux paralympiques, tu perds l'opportunité. Je le loupe d'une place. C'est un peu ça. C'est un peu comme le 4ème qui monte pas sur le podium. À chaque fois il a un peu les boules. Et c'est pareil pour moi. Bon, je suis bien désolé pour toi, mais en tout cas j'imagine que c'est quand même une belle aventure, en tout cas, de préparer ça. Aujourd'hui, à 40 ans, donc on disait, c'est quoi? Ça y est, les Jeux paralympiques de Paris, c'était vraiment ton dernier coup, t'essayais, ou est-ce qu'on continue encore dans ce sport? Comment ça marche? Quand je vois que Alonso, il continue à piloter des Formule 1, il est dans les 20 meilleurs pilotes du monde, je me dis qu'on peut continuer maintenant. À toi, c'est quoi, toi, ta position? Moi, ça a été un peu dur, même très très dur, l'échec de Paris. À la maison. À la maison, mais je repars sur Los Angeles, parce que voilà, j'essaie de persévérer. 2028 C'est ça, 2028, donc j'ai encore 4 ans, j'aurai 44 ans. On va pas refaire les mêmes erreurs. C'est jouable? C'est jouable. Ouais, c'est jouable. On va pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, je suis toujours 7ème mondial, j'ai toujours les performances. Donc, c'est quoi qui fait un bon parabatiste, donc un athlète de badminton en paralympique? C'est des capacités vraiment athlétiques, ou c'est plutôt la technique? C'est quoi les qualités qu'il faut pour ce sport? C'est tellement complet. C'est à la fois athlétique, mais quand on parle d'athlétisme, de l'athlétique, c'est le côté cardio, explosivité, tactique. Donc le mental joue énormément. Et technique aussi, donc voilà. Après ça va être très compliqué, parce que plus ça avance, plus les années passent, plus le niveau des Jeux paralympiques, et en tout cas de toutes les disciplines, augmente. Donc aujourd'hui, je dirais que parce que l'âge diminue. Et puis ils l'ont introduit il n'y a pas longtemps, ce sport.
Le sport est rentré à Tokyo en 2020. Donc, ah oui, voilà, donc ça veut dire que là, ça crée une nouvelle génération. Voilà, c'est ça. Là, ça fait la 2e, donc ça sera la 3e Olympiade. Et donc, en 3 ans, il y a déjà des petits jeunes qui ont commencé, qui ont découvert ça, qui arrivent 12 ans, au même. fur et à mesure. Donc, ça va. Ouais, 12 ans, ça sera la fin. 3 fois, ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, ça fait que 7 ans, 8 ans qu'on est vraiment là-dessus. Donc, ah ouais. Bon. Bah ouais, putain. Et donc là, tu prépares ça. Alors, on a parlé du sport, mais qui dit paralympique dit handicap. Et donc, toi, tu es allé là-dedans parce que tu n'es pas né en situation de handicap. C'est une maladie que tu as eue, c'est ça, à l'âge de 17 ans? C'est ça. Ouais. J'ai eu une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre à l'âge de 17 ans, donc on m'a diagnostiqué ça. Et en fait, dans la tumeur passait le nerf crural. Et pour enlever la tumeur, on a dû sectionner le nerf, ce qui m'a laissé une paralysie de la cuisse droite. Donc j'ai plus la motricité du quadriceps. D'accord. Et ça, c'est arrivé à l'âge de 17 ans, handicap 18 ans. Chose que j'arrive à... Voilà, ça a été tellement compliqué pour moi de vaincre le cancer, c'était fou. Je me dis, c'est mon combat. Mais par contre, d'être en situation de handicap à 18 ans, waouh. Et moi, la vision que j'avais du handicap à 18 ans, alors que j'étais pas du tout dans le milieu, j'avais personne autour de moi qui était en situation de handicap, ça a été d'une force et d'une violence de me dire que je peux plus rien faire. Mon médecin qui me rajoute en plus, tu peux plus courir. Moi qui étais sportif, je me dis, mais ma vie, elle est finie, quoi. Parce que du coup, t'es pas en fauteuil roulant, mais quand tu marches, du coup, comment ça marche? Tu peux pas bouger? Je sors de l'hôpital avec les béquilles. Je vois qu'en fait, j'arrive à marcher sur une jambe. Et que l'autre, voilà, au début j'utilisais les béquilles, j'avais du mal à lancer la jambe droite, et avec pas mal, même beaucoup de séances de kiné et je suis allé en centre de rééducation, j'ai réappris à marcher sans béquilles, sans rien, et puis j'ai même prouvé à mon médecin que je pouvais recourir derrière. Alors là, t'es super jeune, t'as 18 ans. Alors, tous les deux, on n'a pas le même âge, mais presque. Et je me rappelle quand même à l'école, même si on n'est pas encore, on est avec les réseaux sociaux ou le harcèlement scolaire qu'on peut connaître, on a quand même des jeunes qui sont un peu moqueurs, tout ça. Ta politique, toi, c'est de quoi? C'est de l'assumer? Tu le caches? Comment tu le vis? Non, aujourd'hui, je l'accepte. Mais cette phase d'acceptation, elle a mis 13 ans. 13 ans. C'est-à-dire que tout de suite, à 18 ans, je suis dans la colère, je suis dans le déni, très très vite. Et je pense que ça reste longtemps. Et donc du coup je fais tout pour le cacher. Ce qui est accessible pour moi, c'est que j'apprends très vite à remarcher, donc ça se voit quand je monte des marches, mais voilà, je rasais les murs, je faisais tout ce qu'il fallait pour pas trop que ça se voit. Et puis si on te pose la question, ah tiens, tu t'es fait mal, tu t'es blessé, tu réponds oui. Ouais, c'est ça. C'est facile. Mais pendant des années, quoi. Bah ouais, pendant 13 ans, j'ai pu mettre de côté ça et me dire qu'en fait, tant que tu l'as pas accepté, tu peux, en quelque sorte, t'es dans cette attente. Dans cette attente, tu fais autre chose. C'est-à-dire que le sport, c'était quelque chose pour moi de vital. J'ai mis ça de côté. J'ai fait mes études supérieures, j'ai fait une école d'ingé, j'ai entrepris énormément de choses à ce moment-là. Donc je débordais d'énergie, mais en même temps, je savais pas trop où j'allais. Il manquait de sens. La quête de sens quand tu travailles, elle est un peu fondamentale. Et puis à 30 ans... quand t'as pas de sens, on appelle ça une crise de la trentaine, et là, boum, grosse claque. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mener comme projet, de grands projets avec de grandes ambitions, mais sans renier qui je suis, avec ma singularité. Et... Alors, je connaissais la crise de la quarantaine, mais je connaissais pas la crise de la trentaine. Ah ouais, mais en fait, tu peux les faire à n'importe quel âge. Mais au moins, là, t'as une autre crise ou pas en ce moment, alors, du coup? Eh ben non, je l'ai un peu calmé. Bon, d'autres crises, mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. On en a tous. Mais en quelque sorte, c'était de tout faire pour en fait utiliser ma singularité pour faire quelque chose. Et donc, je me suis lancé dans ce projet de faire les Jeux paralympiques. C'est ça qui m'a lancé et qui m'a surtout aidé à accepter le handicap par le sport. Donc là, tu t'émancipes de ce secret. Ouais. C'est ça. Bon, en même temps, on n'est plus à l'école, hein, ça va. Mais c'est là où tu. Non, tu mais dis, le regard des autres est très important. Et à ce moment-là, en fait, c'est que je me lance dans pas forcément le paralympisme, mais dans le handisport. Et donc, de me mettre dans le handisport, de me faire classifier aussi dans cette famille handisportif, paralympique, je peux plus me cacher. Je peux maintenant plus cacher de dire que j'ai un handicap, alors que les autres, je disais que j'étais blessé. Oui. Et donc ça va tout changer. Moi, ça va faire l'électrochoc de me dire aujourd'hui, en fait, oui, je suis fier d'avoir un handicap.
Avant, c'était à cause du handicap, je peux plus faire ça. Maintenant, c'est grâce au handicap, je peux refaire du sport, mais pas de la même manière. Avec d'autres ambitions, même avec des ambitions qui sont encore beaucoup plus grandes, parce que jeune, j'avais même pas cette ambition d'être sportif de haut niveau. Je faisais du sport au niveau régional, j'en faisais tous les week-ends, j'avais 2 entraînements par semaine et c'était cool. Mais c'était pas le projet de haut niveau à aller faire 30 heures, 35 heures de sport par jour, par semaine, pardon. Par jour, ça fait beaucoup. Par semaine, et voilà. Et pendant ces 13 années, du coup, qui séparent la maladie, l'opération, et puis cette volonté, c'est quoi ton parcours? Tu fais quoi? Enfin, comment ça marche? Le parcours, c'est je suis ingénieur en innovation, je travaille dans l'électronique, dans le digital. Là, ça va pas me rajeunir parce que du coup, je développais une application mobile avec une technologie qui s'appelait le Bluetooth 1.0, donc qui sortait vraiment tout juste. Et donc du coup piloter avec l'ancêtre avant que l'iPhone sorte, avec les PDA, pour piloter, allumer les phares de ta voiture, ouvrir ta porte. Bref, j'étais vraiment sur des concept cars, sur des choses très lointains aujourd'hui, qu'on fait facilement aujourd'hui, on fait tout avec son téléphone. Donc j'ai commencé là-dedans, et puis je dirais que j'ai fait beaucoup d'applications mobiles. Je me suis orienté sur le digital, plutôt sur la partie mobile, et puis après virage sport, plus le métier de consultant dans le digital. J'étais product owner à la fin, et puis à un moment donné les enfants arrivent, donc là je peux plus faire 3 jobs, c'est plus possible, donc je mets en pause mon métier de consultant. Là je commence à m'entraîner tous les jours, c'est-à-dire que je vais faire 5 heures de sport par jour, et puis après le soir les week-ends je suis avec les enfants. Et maintenant, il faut changer aussi de business model, parce que du coup, comment on gagne son argent comme ça. Et donc, c'est là où je vais chercher des sponsors, j'ai des partenaires, et avec mes partenaires, en fait, je veux nouer un lien avec eux. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux apporter? Je dis, ben, moi, je peux vous partager ce que je fais. Et donc, du coup, je cherche des partenariats, je cherche des partenaires, et en intervenant auprès d'eux, en fait, ils me disent, mais ton parcours, il est incroyable. Ça serait génial que tu partages ça à nos collaborateurs. Ce que tu as fait, pourquoi tu as caché ton handicap, pourquoi tu as fait ta RQTH à un moment donné, et ainsi de suite. Et là, tout a amené à faire des conférences, à sensibiliser les collaborateurs. Et au final, c'est devenu mon métier. Ça va faire 6 ans que je fais ça, où j'interviens dans les entreprises pour sensibiliser, mais à la fois par des conférences, par aussi des initiations sportives. Maintenant, je lance des défis de course parce que j'ai loupé Paris, mais j'ai quand même fait mon marathon. Voilà, c'est comment rebondir. En fait, à chaque fois, c'est ça. C'est comment tu rebondis après tous ces échecs. Il y a une autre victoire dont on va parler aussi sur les Jeux Olympiques. Bon, de toute façon, je te confirme, ton parcours, il est inspirant, il est incroyable. C'est pour ça que je t'ai invité. D'ailleurs, abonnez-vous, pensez à liker pour booster l'algo et pour qu'on puisse continuer à avoir des témoignages comme ça, hyper inspirants. L'autre aventure qui s'est produite grâce justement aux Jeux à Paris, c'est que tu as porté la flamme. D'ailleurs, voilà quelques images. Regardez, donc Mathieu qui porte la flamme. Mathieu, comment ça se passe quand on est amené à porter la flamme donc paralympique, c'est ça que tu as porté? Oui, j'ai porté la flamme paralympique. On t'appelle, c'est toi qui appelles, tu t'inscris, tu demandes, comment ça fonctionne? En fait, j'avais pas réussi, vu que j'étais pas qualifié, c'était pas quelque chose pour moi naturel d'aller porter la flamme. J'avais candidaté, mais j'ai pas été retenu sur la flamme olympique. D'accord, donc il y avait un formulaire, c'est ça, pour candidater, pour la porter? Tout à fait, ouais, on pouvait candidater dessus. Et donc moi je l'avais fait parce que je trouvais fou de pouvoir porter la flamme, et le fait de ne pas être qualifié, ça m'a relancé un petit peu là-dedans, et en quelque sorte, j'ai envie de dire, je poussais les choses, mais ça venait pas. J'ai lâché l'affaire, totalement, parce que j'étais dans mon down total de pas faire les Jeux et ainsi de suite. Et puis je sais pas, l'univers a fait que il y a le CPSF, donc c'est le comité paralympique français, qui m'appelle, qui me dit Mathieu, ça te dit de porter la flamme. Alors que j'avais... Tu as réfléchi combien de temps? J'ai dit c'est quand tout. Je vais regarder dans mon agenda. Non, clairement j'étais trop content de pouvoir porter cette flamme. Et en plus c'était l'avant-dernier relais, donc à la mairie de Paris. Moi j'ai appris ça, voilà, je prenais n'importe quel parcours, j'étais au taquet. Et donc du coup, donc grâce à eux, merci vraiment au CPSF, parce que aussi, je suis membre aussi de la commission paralympique, des athlètes paralympiques. Et je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que
voilà, ils ont vu ma non-sélection, le fait que j'étais toujours engagé, que j'avais envie de faire des choses, et je pense que c'était un petit retour d'ascenseur à ce moment-là, et donc merci à eux. Bah voilà, une petite victoire au moins locale, à défaut d'avoir pu participer. Ouais. Là, donc, aujourd'hui, donc, on a compris 13 ans pendant lesquels tu caches, donc tu continues à toute remarque à dire oui, que tu as un problème à la jambe, c'est ça, tu t'es blessé, tu t'es foulé, enfin, tu racontes à chaque fois. Pendant 13 ans, c'est ça? Pendant 13 ans, tu caches? Pendant 13 ans, je cache. Tu dis rien. Et même quand je fais du sport, je suis en pantacourt, je suis en pantalon, je suis pas en short. Je montre vraiment rien. Et au moment où, on va dire, je commence à faire du sport, là, je me mets en short, je monte la telle, et puis je vais même un peu plus loin, c'est-à-dire que la jambe, du coup, j'ai... parce que tu as un équipement, c'est ça? Tu as une attelle? Je mets une attelle pour protéger mon genou, parce qu'au final, vu que le quadriceps ne verrouille plus le genou, il n'y a pas la musculature, la rotule bouge énormément, donc je mets une attelle juste pour au moins maintenir cette rotule. Et puis si je tombe, si je tombe. Je tombais souvent au tout début, maintenant je tombe encore, mais pour le dépassement du corps et de la limite que je peux pas apporter. Et en fait, où je suis allé beaucoup plus loin, c'est que cette jambe que je cachais, je l'ai tatouée entièrement. Oui, j'ai vu ça. Oui. Parce que j'avais aussi envie de lui rendre hommage et de lui dire, en fait, pendant des années, je t'ai caché, maintenant, vous allez la voir. J'étais vraiment dans l'effet totalement inverse en me montrant ça. Et du coup, ça apporte un prétexte, parce que maintenant, même que je fasse du sport ou pas, mais moi, sur la plage, je monte ma jambe entièrement, il n'y a pas de problème. Et du coup, les gens voient le tatouage, et du coup, s'intéressent. Ils font, c'est génial, c'est beau. Et derrière, je parle du handicap. D'accord. Et c'est ça qui est... Je pense que on peut utiliser le beau, les vêtements, tout ça, pour au contraire montrer l'image en fait qu'on a du handicap qui est très terne, du fauteuil, de tout ça, de montrer, regarde, en fait, on peut détourner les choses et on peut en parler par le beau, par le tatouage, par plein de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi de thérapies qui se font avec le tatouage pour des personnes sur des cicatrices. Des gens qui n'arrivent pas à assumer et de sublimer, en quelque sorte, les difficultés de la vie marquées par des tatouages. Alors, tu vois, j'avais vu les vidéos et j'avais pas du tout l'histoire. C'est top ce que tu me racontes. D'ailleurs, on va faire profiter tout le monde. On va regarder quelques images de toi. T'as un point en particulier qui t'a marqué, un point que t'as gagné, qui a été symbolique dans tout ton parcours là, et toutes tes 40 médailles. Il y a vraiment une étape qui a été... T'as un moment fort comme ça que tu retiens de tout ça ou pas? J'ai eu plein de moments forts. Maintenant, il n'y a pas une victoire qui vraiment a tout changé, ou la médaille d'or en Europe peut-être? La médaille d'or, elle était cherchée, voulue, j'étais favori, donc du coup, c'est pas quelque chose... Ouais, mais en quelque sorte... Il faut l'avoir quand même. Ouais, il faut l'avoir, mais c'est ça qui est dur, c'est quand t'es favori qu'il faut assumer aussi ce rôle de favori. Moi, j'aime pas trop en plus ce rôle-là, je préfère être l'outsider et aller casser le game en disant mais on t'attendait pas là et t'étais là. Donc d'assumer aussi ça, c'est hyper compliqué, mais je pense que la médaille d'or, quand j'ai fait, la médaille de bronze, en fait, c'est pas une médaille d'or, mais une médaille de bronze au championnat du monde face aux meilleurs au Japon avec mon partenaire Guillaume. On est allé la chercher et honnêtement, celle-là, on avait loupé 2 ans auparavant les championnats du monde en finissant aux portes du podium. Et donc celle-là, elle a fait vraiment du bien. Je pense que c'était le plus beau match qu'on ait pu faire ensemble et ça a montré en fait tout le travail qui a été fait pendant 4-5 ans ensemble, quoi. Donc celle-là, elle est plus belle. Quelques images pour voir la jambe et le point. Super, alors tu te définis pas que par rapport au handicap et par rapport au sport, tu as aussi une activité professionnelle bien remplie. Donc tu as été salarié, ce que tu disais. Là aujourd'hui, c'est quoi ton statut? Tu as créé une boîte, c'est ça? C'est ça, j'ai monté mon entreprise, je suis en SASU et puis du coup je travaille en tant que conférencier, en tant que pas mal de choses au final, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es TIH? Oui, je suis TIH. Ok, TIH, alors pour expliquer et contextualiser. Travailleur indépendant handicapé, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un statut particulier. En fait, on connaît la RQTH. RQTH, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est ce que en général font les salariés pour avoir de l'aménagement au poste, de l'adaptation et puis permettre aussi à l'entreprise de recruter des personnes handicapées. Et quand tu es à ton compte, on a le statut TIH, c'est ça? Donc c'est ce que tu as choisi. Donc ça t'apporte quoi d'être TIH?
Ça m'apporte une certaine reconnaissance aussi, et surtout ça aide aussi les entreprises à déduire un petit peu de leur DETH. Voilà, c'est ça. En me faisant intervenir, ça permet aussi de déduire un petit peu pour toutes les entreprises et les personnes qui n'ont pas le quota de 6%. Exactement. Donc en France, il y a une obligation d'embaucher 6% de personnes handicapées lorsqu'on dépasse 20 salariés au bout de 5 ans. On doit recruter du coup des personnes qui ont RQTH. Si on n'arrive pas à atteindre ces 6%, pour l'atteindre au mieux, on peut faire appel à des entreprises adaptées, comme nous, avec Trèfle, avec la restauration, des ESAT aussi, donc qui est le milieu protégé, ou bien des TIH, des travailleurs indépendants. Donc pour les entreprises qui peuvent faire appel à Mathieu, qui peuvent faire appel à toi, les TIH, les ESAT et les EA, on peut déduire 30% de la part main-d'œuvre au-delà de cette déclaration qui permet de rentrer, de respecter les quotas, mais parce qu'il y a du sens. On te fait travailler avec ce statut. Et donc, au-delà du statut, les prestations que tu proposes, c'est de la conférence, de la sensibilisation? De la conférence, de l'initiation. Et en plus, aujourd'hui, je me place vraiment, et c'est ce que j'essaie de faire, comme un ambassadeur dans l'entreprise pour parler, pour libérer la parole, pour parler du handicap. Et j'essaye en fait de faire intervenir aussi, pas que moi, mais aussi plein d'entreprises pour qu'en fait toute la politique handicap soit la plus complète possible. Parce qu'on part d'une entreprise qui souhaite sensibiliser à la fin recruter. Bien sûr. Et je dis bien à la fin, recruter. On en parlera, je pense, un petit peu. On va enchaîner. Hein. Ça va plaisir. Mais au final, le chemin pour y arriver, pour recruter des personnes en situation de handicap, il est long et ça demande énormément de travail. Et j'essaye en tout cas d'apporter ce message-là et toute la phase d'acceptation pour le salarié. On peut pas, genre en tant que RH ou en tant que dans l'entreprise, c'est très difficile de dire bon, je vais t'aider à accepter ton handicap. C'est très personnel, c'est une vraie démarche personnelle. Et je pense en tout cas que c'est par l'extérieur, par de la sensibilisation extérieure, par plein de services, et j'ai énormément de personnes avec qui je travaille qui vont aider à cette acceptation, à sensibiliser. Et je pense que tout ça amène à l'acceptation de la personne. Et après, il faut... Mais ton témoignage, il sert à ça. Ton témoignage, ton parcours, même ces années-là à cacher, à dire maintenant j'arrête, je le cache plus, je l'assume, et c'est même une force. Finalement, cette différence devient une force. C'est de se dire, de faire l'éveil des consciences, et qu'un salarié qui cache ça, peut-être, puisse dire... et puis j'avais ma RQTH avant de le montrer aussi en entreprise. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais ça en bagage, je me suis dit... moi, je vais pas le montrer, parce que montrer sa RQTH comme ça, c'est catalogué, étiqueté. On va me prendre parce que je suis handicapé. J'avais pas envie de ça. Et j'ai tourné la chose différemment. Et puis, moi, l'anecdote, c'est je suis en consulting dans une boîte. Ma fin de mission se termine. On m'envoie en mission à 1h30 en transport. À 1h30 en transport, genre voiture, de mon lieu de travail. Et c'est 1 heure de transport en commun. Moi, j'ai dit 1 heure de transport en commun, avec la fatigabilité du transport, de monter les marches, ainsi de suite. Pour moi, c'était hyper fatigant à l'époque, que je sois sportif de haut niveau ou pas. Et surtout, derrière, j'avais mes entraînements, moi. Donc, de me taper 1 heure de transport, aller 1 heure de... Voilà, j'étais pas performant non plus à la fois au travail, pas performant dans mes entraînements. Donc, j'ai dit clairement, non, c'est pas possible. Et la réponse, clairement, tu sais, tout le monde se tape 1h30 de transport, c'est tout à fait normal. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc là, moi, je sors ma petite carte joker en disant non, j'ai une RQTH. Et là, la remarque, moi, elle me laissera de marbre en quelque sorte. C'est purée, un handicapé. Limite, c'était un peu genre purée, c'est un syndiqué. En plus, on peut plus le virer. Je voyais tout dans sa tête défiler. Et je me dis, c'est parfait. En fait, tu viens de m'enlever une épine du pied. En fait, c'est moi qui vais partir parce qu'une personne qui pense comme ça n'a pas du tout les bonnes valeurs pour moi. Et merci. Fin de mission. Moi, des sociétés pour être consultant, je vais en retrouver facilement. Et c'est comme ça que je me suis aussi lancé là-dedans. En fait, c'est une espèce de schizophrénie ou de bug qu'on a dans le système, parce que d'un côté, on a des obligations à atteindre les 6% de personnes handicapées, comme on l'a dit, donc des entreprises qui sont en recherche d'obtenir ce quota, parce que si elles n'atteignent pas, elles payent des taxes. Et beaucoup de taxes. Et de l'autre côté, on a l'impression que quand elles ont justement des personnes RQTH ou qu'elles voient des CV où c'est marqué, elles les zappent. Donc, en fait, en gros, elles essaient d'atteindre le quota, mais sans se donner les moyens d'y arriver. Enfin, on a l'impression qu'il y a une... Parce qu'en fait, la première chose que tu vois, c'est un problème. Pour lui, le problème, c'était tiens, je peux pas aller là-dedans. Je lui dis, je peux pas faire tout ce déplacement pour y aller. Et je lui dis, mais est-ce que dans tes collaborateurs, il n'y a pas quelqu'un qui habite à côté de là-bas, qui lui, ça se trouve, fait 1h30 dans l'autre sens,
moi je prends son poste, lui il fait son poste. C'est juste de trouver des solutions. Mais à un moment donné, je pense qu'on voit tout de suite le problème, et au lieu de chercher des solutions pour arranger peut-être 2 personnes, bah on va se dire non, c'est pas possible, c'est trop complexe, j'ai déjà plein de problèmes. Et en fait, c'est ça, on pense problème au lieu de penser solution. Et ça, c'est vraiment un mindset à avoir. Ouais. Pourtant, avoir une personne qui, dans l'effectif, te sort ta RQTH, comme on le disait, c'est presque une bénédiction parce qu'elle est déjà en poste, elle fait déjà le travail. Alors, mis à part quelques aménagements ou quelques adaptations comme tu as pu demander, bah, ça peut permettre d'atteindre les quotas plus facilement. C'est d'ailleurs ça, cette discussion qu'on avait, toi et moi, tu sais, où toi tu sensibilises en fait dans les entreprises à ce qu'il y ait une forme de les personnes sortent du placard en quelque sorte et disent voilà, moi effectivement oui, pardon, je l'ai pas dit ou presque, mais en fait voilà, j'ai mon droit, je le suis, et ça permet de mieux atteindre les quotas, de les atteindre plus facilement. On n'avait pas la même vision parce que moi mon combat, si tu veux, c'est de créer l'emploi et c'est de casser le taux de chômage des personnes handicapées. En France, tu as 2 fois plus de chômage pour les personnes handicapées que le taux normal, on va dire entre guillemets. Et si et moi, mon travail, c'est de dire, toutes ces personnes qui sont au chômage et qui sont 2 fois plus, je vais essayer de les prendre et de les mettre au travail, de les mettre, tu vois, dans des entreprises, trouver un boulot, donc soit au travers de la mienne, soit au travers du portage. Mais si jamais, en fait, on faisait de la déclaration dans les entreprises qui en ont et qui sont, entre guillemets, cachées, en fait, on ferait bouger ce quota, ce ratio de 1 sur 2, on l'améliorerait, mais pour défaut, parce que ça veut dire qu'il y aurait toujours la même personne. Donc, en fait, je comprends ta volonté de faire sortir tout ça, et tu as raison, il faut le faire, mais il ne faut pas que ça vienne cacher la vraie discrimination qui existe aujourd'hui. Mais en fait, ce que je disais tout au début, c'est surtout ce chemin pour arriver jusqu'à embaucher des personnes en situation de handicap. Ouais. Moi, mon combat, et c'est ce que je vois aussi, c'est que comment tu veux faire pour embaucher une personne si dans l'entreprise, des personnes qui sont en situation de handicap n'osent même pas le dire. D'accord. Ouais. Et ça, pour moi, c'est déjà un vrai travail. C'est avant d'embaucher, c'est sensibiliser vos managers, sensibiliser vos collaborateurs pour qu'il y ait une bienveillance et qu'une personne qui est en situation de handicap, qui n'ose pas en parler et qui voit des personnes arriver en situation de handicap dans l'entreprise. Souvent, c'est des personnes avec un handicap lourd. Oui. Et donc, du coup, ça va amener encore plus chez cette personne de dire, moi, ça ne me concerne pas. Le handicap, c'est pas pour moi. Moi, j'arrive à m'adapter, donc encore plus, je dois m'adapter, encore plus, je dois faire des efforts. Et sauf que le travail, il n'est pas là. S'ils ont ils peuvent faire une RQTH. Donc, ils peuvent être reconnus comme travailleurs handicapés. Il faut le faire en amont, avant que, au final, des handicaps beaucoup plus lourds arrivent, parce qu'on va commencer à sensibiliser, on va commencer à... Pour moi, c'est ce que j'appelle l'inclusion dans l'entreprise, et après, les personnes vont pouvoir s'intégrer plus facilement. Parce que si tu arrives avec des personnes en situation de handicap qui veulent s'intégrer dans l'entreprise, mais du coup, l'entreprise n'est pas prête à les inclure, parce que les managers ont une vision du handicap, ou parce que les salariés qui sont en situation de handicap rejettent aussi un petit peu tout ça, donc ils vont rejeter les personnes qui sont là, et donc du coup, le succès, il ne se fait pas. Non, mais c'est ça. C'est en fait le au service de l'autre. C'est qu'en gros, tout le monde ça peut marcher dans les deux sens. C'est qu'en gros, tu as une RQTH qui sort de tes effectifs. Eh bien, tu peux communiquer, tu peux te définir entreprise bienveillante, tu peux faire des adaptations, enfin voilà, mettre de la sincérité dans tout ça, et donc effectivement mieux accueillir le nouveau. Mais aussi le fait d'accueillir le nouveau, peut-être aussi, ça permet de déclencher aussi des déclarations à l'intérieur. En fait, tu vois, ça marche dans les deux sens. Ou pas, parce que pour moi, si l'entreprise n'est pas prête, si tu veux inclure dès le début des personnes d'extérieur, comme je disais, c'est la personne qui ne se faisait pas reconnaître avant, ne se considère pas comme une personne en situation de handicap, et donc du coup au contraire voit ça comme presque un concurrent, parce que du coup se dire non, je peux pas m'inclure là-dedans, et donc du coup ma place n'est pas là, alors que si sa place en tant que personne en situation de handicap performante déjà dans l'entreprise, montrer qu'elle peut être encore plus performante avec des aménagements, va montrer une entreprise inclusive, et du coup va même attirer avec des valeurs, et va attirer des personnes en disant venez, parce que venir à être en situation de handicap dans l'entreprise, c'est montrer qu'on peut être performant avec le handicap. Et Dieu sait le nombre de témoignages qu'on a
Moi, j'en reçois beaucoup sur des personnes qui disent moi, je suis RQTH et surtout pas, je le mets sur mon CV parce que je sais qu'il est discriminé. Ouais. Et donc, Moi, ça me rend fou en même temps de dire ça, c'est-à-dire qu'elles ont fait tout un combat pour l'accepter, pour le montrer. Et après, derrière. Le faire reconnaître. Et le faire reconnaître. C'est pas facile, c'est 8 mois d'arrêt. Il y a le délai de la MDPH, tout ça. Voilà, la maison des personnes handicapées qui délivre les RQTH. Et donc, dans chaque département, ça peut prendre plus ou moins de temps. D'ailleurs, je cherche quelqu'un à interviewer prochainement qui travaille dans une maison départementale, parce que c'est une maison départementale, maison départementale des personnes handicapées. Une personne qui peut parler ou un responsable qui pourrait témoigner de comment c'est organisé, quel est le parcours en fait, du dossier et pourquoi il y a ces délais. J'aimerais vraiment pouvoir creuser parce que j'ai beaucoup de témoignages et d'incompréhension en étant dans ce milieu, notamment entreprise adaptée, de gens qui me disent en fait, je veux travailler pour toi, j'ai envie de travailler dans tout ça, j'ai fait ma demande de RQTH parce que maintenant, ça y est, j'ai fait l'acceptation, je veux juste avoir la reconnaissance, j'attends 8 mois ou 9 mois. Il y a beaucoup de dossiers. Enfin, voilà, donc, mais j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien, voilà. Si vous connaissez quelqu'un, mettez-le dans les commentaires qu'on puisse demander. Mais ça, c'est un vrai délai. Et d'ailleurs, autre chose aussi, c'est qu'en France, j'ai le sentiment qu'on travaille beaucoup sur de la symbolique. Tu vois, on a la journée, là on a la semaine... la SEPH, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Le duodé, donc la journée aussi. Voilà. Alors moi je dis toujours, on me dit, ouais, tu fais le duodé, tout ça. Moi je fais le duo hier. En gros, c'est pas le duodé qu'il faut faire, le duo pour une journée, c'est le duo pendant l'année et voire même pendant des années. C'est ça de recruter. Et puis même, honnêtement, pour moi, c'est tellement une mascarade. Franchement, le duodé, même pour des entreprises, c'est de se dire... C'est comme un stage de troisième. T'as l'impression, c'est viens petit handicapé, je vais te montrer ce que c'est le boulot. Mais vous êtes sérieux quand même? Non, c'est pas le but. Donc du coup, c'est un peu, t'es le petit élève de troisième qui découvre l'entreprise. Mais non, en fait, c'est pas ça le but. Ouais, tu vois, on me demande souvent, mais pourquoi Trèfle, pourquoi t'as une entreprise adaptée? Genre, on attend que je dise, j'ai un fils ou j'ai un parent proche, on veut que je sois touché. Et on voit que ça sous cet angle-là. Et très souvent, je réponds, pourquoi Hugo Clément qui défend les baleines, son fils c'est une baleine ou quoi? Non, parce que... mais moi, le duodé, alors moi, c'est un faisceau de réflexion qui m'a fait amener à ce combat et à créer cette entreprise, mais parmi lesquels, le duodé. Effectivement, comme tu dis, j'aurais pas osé dire mascarade, parce que derrière, je sais que les gens qui ont créé ça, à la base, c'est une bonne volonté, il y a la bienveillance, mais c'est une mascarade parce que c'est l'usage qui est une mascarade. Et effectivement, de voir que, en gros, c'est pendant une journée, on fait visiter comme un musée ou le coffre à jouer, on dit, ah, regarde, t'as vu ce que c'est le boulot et tout, bon, mais maintenant, retourne chez toi. Non, mais c'est pas ça qu'on veut. Non, ce que les personnes veulent, c'est aller au cinéma, aller au resto, gagner, avoir un salaire, et donc c'est travailler toute l'année. Et puis même, par contre, ce qui serait hyper intéressant, c'est que sur ce duodé, que la personne qui arrive ici montre en termes d'accessibilité, mais pas que physique. Voilà, plutôt. De montrer toutes les erreurs, et à la fin, il arrive avec son petit compte rendu, et il arrive, il dit, bon, bah, toi, ton entreprise, elle n'est pas accessible sur ça. Voilà ce que tu pourrais faire. Voilà ce que tu pourrais faire. Là, par contre, il y a un vrai intérêt, et je trouve que ça ne prendra pas qu'un seul jour à faire. Oui, mais bon. Ça, et puis moi je dirais aussi, c'est que tu vois des grands dirigeants qui prennent ces personnes, ou même le président a pris sur le duodé et joue le jeu. Moi j'ai envie, c'est que pendant une semaine, ils soient en situation de handicap, comme la personne qui l'a recruté. Je pense que ça changerait les mentalités aussi, de se dire, ah ouais, en fait, en termes d'accessibilité, en termes de lenteur, en termes de choses, ça prend du temps. Et peut-être qu'on arriverait à accélérer, nous, les choses en termes d'infrastructure, en termes d'accessibilité à l'emploi, à l'éducation et physiquement dans nos espaces. Et je pense que là, ça changerait aussi beaucoup si eux se mettaient dans la situation. Mais pas juste 2 heures dans un fauteuil ou 2 heures avec une jambe dans le plâtre ou un truc comme ça. C'est vraiment, pendant une semaine, de se rendre compte, de s'imprégner de ça. Et de dire que les gens là, c'est toute leur vie. Mais parce que comme tu dis, au-delà du symbolique, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc ça peut être un exemple. Mais tu vois, on a la symbolique aussi qui est des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques. Franchement, on a une cérémonie hyper inclusive qui a émerveillé tout le monde. Il y a eu les Jeux paralympiques, ça a été un succès aussi. Pareil, les cérémonies. Une belle parité aussi. On a atteint un beau niveau de parité. On en parle. La diversité, ça compte aussi. Mais waouh, après ça, qu'est-ce qui reste parce que ça, c'est que la symbolique, on est d'accord? C'est tous les 100 ans, les Jeux Olympiques dans le pays. Je sais pas si ça sera 100 ans, mais en tout cas, la dernière fois, il y avait 100 ans. Bon, on peut imaginer que c'est peut-être dans 100 ans, encore une fois. Mais... Il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Oui, voilà. En 2030, donc ce sera un peu moins, ce sera pas l'été, mais oui. Après, admettons, il reste quoi de tout ça?
Et là, on a eu 2 épreuves majeures juste après. On est en novembre. Les Jeux paralympiques sont terminés août-septembre. En 2 mois, on a eu 2 choses majeures. Premièrement, il y a eu la nomination du nouveau gouvernement. Sans ministre. Sans ministre, sans secrétaire délégué, en fait, le handicap a complètement été oublié. Et je dis oublié parce que c'est eux-mêmes qui le disent, puisque 2-3 semaines après, ils ont nommé quelqu'un. Donc ça veut bien dire que... Ils ont nommé parce que tout le monde s'est révolté. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même un oubli. Parce que soit tu peux dire, non, mais attendez, ça n'a pas été nommé pour tel et tel motif. Et du coup, tu dis, ça a été considéré, mais en fait, c'est monsieur machin qui le faisait, on ne l'a pas dit. Mais là, quand tu nommes après coup, c'est que tu as vraiment fait un oubli. Tu n'as pas besoin d'entendre qu'il y ait 12 millions de personnes qui disent, au fait, on est 12 millions, vous nous avez zappé. À 12 millions plus les aidants, je pense qu'on est beaucoup plus. Voilà. Et deuxième chose, là, elle est budgétaire, c'est la réduction du budget c'est fou. pour l'accompagnement des personnes handicapées. Il faut savoir que le système de l'accompagnement en France, c'est les cotisations ou les contributions ou les amendes, on les appelle comme on veut, pour les entreprises qui n'atteignent pas le quota et qui payent. Ça définit un budget qui retourne après pour justement favoriser l'emploi, aider les ESAT, aider les entreprises adaptées, tout ça. Voilà. Et ça, ce budget, il a été énormément réduit. Donc en fait, on fait du symbolique, on met du budget sur des symboliques, et derrière, on a des décisions qui sont absolument contraires et qui sont même qui déconstruisent tout ce qu'on essaie de faire, quoi. Donc c'est ce dont on parlait. Enfin, toi, l'héritage des Jeux paralympiques, tu le vois comment, toi, par rapport à ça? L'héritage, en fait, c'était une belle mission, une belle promesse, et je pense que Paris 2024 a voulu le faire, et l'a fait, parce que c'était son rôle. Maintenant, il passe, c'est un peu le relais de la flamme, c'est la même chose. C'est maintenant, je t'ai passé la flamme, qu'est-ce que t'en fais? Et le gouvernement, là-dessus, ils l'ont montré sur 2 premiers exemples, 2 petites fausses notes. Donc on peut dire, allez, c'est tout nouveau, je peux comprendre que c'était compliqué, ou peut-être que la marche était tellement haute par rapport à l'enjeu que vous avez, ou même l'image qu'on a montrée sur ces Jeux paralympiques et ces Jeux olympiques. Donc je pense qu'il faut rattraper le coup, mais il faut continuer. Et là, si on veut un réel héritage, il va falloir bosser. Parce que là, on parle de ça. Moi, je vois aussi même des réductions de budget maintenant sur les infrastructures sportives. Et il est où l'héritage? Parce que là, tu en parles de 2, mais moi, j'en parle d'un 3e là. Donc, je sais, on cherche des réductions de budget sur plein de choses. Mais l'éducation, le sport, l'accès au sport, c'est tout ce qu'on a hérité, en tout cas. Le nombre d'enfants qui ont découvert le sport, moi-même, mes enfants ont découvert, ils vont garder en mémoire ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques. Le nombre d'enfants qui sont venus dans les stades ont vu différemment le sport et le handicap. Aujourd'hui, si on peut accueillir toutes les personnes en situation de handicap dans les gymnases, il faut mettre les moyens. Et en termes d'éducation, c'est ça, c'est continuer à sensibiliser dans les écoles, sur les Jeux paralympiques, sur les athlètes. Et qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure, il faut énormément faire de choses parce que il n'y a pas assez de créneaux. Et on l'a vu, il y a l'effet U98 sur le foot. Plein de licenciés, plein de gens qui se remettent au sport. 2024, plein de gens. Donc là, tous les sports, augmentation de nombre de licenciés. Sauf qu'en termes d'infrastructure, on n'a pas assez de monde. Là, on se retrouve avec des gymnases blindés, pas forcément accessibles en plus, des personnes qui ont vu... Moi, c'est ça qui est fou, c'est même pourtant aussi le bienfait qu'il y a au niveau de la santé après derrière. Oui, mais il y a tout ce bienfait, mais même ce côté sociétal, c'est-à-dire tu viens faire du sport, tu t'en moques de savoir qui tu es, comment, de quelle origine, c'est un lien social. Mais pendant que tu es au sport, tu n'es pas dans la rue, au niveau de la santé, c'est mieux. Enfin, non, mais, je veux dire, même si tu raisonnes d'un point de vue économique, il y a de l'intérêt, quoi. Oui. C'est pas qu'une dépense. Mais en même temps, se dire que... Là, tu vois, ce que je trouvais ça fou, c'est que des personnes qui étaient en situation de handicap, qui ont découvert des sports, là, je pense à même dans mon sport, Charles, personne de petite taille, atteint de nanisme, qui vient faire une médaille d'or aux Jeux paralympiques dans le badminton. Il a donné une vocation à plein de gens de petite taille de vouloir faire du sport. Il tape où je peux faire du badminton, moi. Je savais pas que ce sport existait pour des gens. Il m'a inspiré. Et maintenant, c'est de dire, les clubs ne sont pas en capacité, déjà d'une, d'accueillir plus de monde, parce qu'il y a eu une recrudescence de nombre de licenciés. Et puis après, face au handicap, première chose, la peur. Je sais pas quoi faire. Moi, oui, tu peux taper dans un volant, mais je vais essayer de trouver des créneaux. Non, en fait, tu vois, il y a toute cette phase-là qu'on n'a pas réussi à anticiper. Alors, c'est pas grave, parce que je reste un optimiste sur plein de choses, c'est de me dire, ok, on a loupé le coche juste après les Jeux, mais maintenant, faisons les choses pour que on les dégoûte pas.
et de se dire que ça appartient pas qu'à une élite. Les Jeux paralympiques, c'est pas une élite, c'est la vitrine, c'est peut-être ce qu'on veut montrer plus loin de ce qu'on voudrait mener, mais ça donne des vocations à des plus jeunes, et eux, ça se trouve, ils veulent juste taper dans un volant, pas forcément être un champion, mais au moins de se dire, moi, je peux aussi faire du sport parce que lui, il a réussi à le faire. En fait, le pourquoi pas moi, pour moi, il est hyper important, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à inspirer. En tant qu'athlète, moi, ma mission, elle est là, c'est d'inspirer des gens à se dire que moi aussi, je peux me mettre à faire n'importe quoi. Il pouvait pas courir, il a réussi à courir. Et c'est ça, il n'y a pas de limite. Nos propres limites, c'est nous-mêmes, et en situation de handicap ou pas, on doit se lancer. Au-delà de ça, imagine demain, toi, tu te retrouves, tu es à l'Assemblée, ou tu es face au ministre, ou en fait, tu es porteur d'un projet de loi, tu as cette possibilité, admettons, j'ai une baguette là, comme ça. C'est quoi le premier truc que toi, tu veux mettre en place? C'est quoi le premier besoin pour toi sur le sujet? Il y en a tellement. Ouais. En fait, il y en a tellement, et en même temps, je suis tellement pas là-dedans que je sais pas ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Par contre, en termes de financement, je parle de budget, mais clairement, moi je mettrais, de loi ou moi je mettrais vraiment, en tout cas, de l'énergie et de l'argent et du budget, c'est dans l'éducation, clairement. Et après, c'est dans cette reconnaissance aussi de tout type de handicap, même invisible, d'arriver à faire des campagnes là-dessus pour que toutes les personnes vraiment en situation de handicap, tu disais de coming out, de sortir du placard et ainsi de suite, pour qu'au final, on montre cette richesse de différence. Et moi, j'appelle qu'il y ait l'acceptation de l'autre côté aussi. Voilà. Et qu'il y ait l'acceptation de la société, du handicap, mais pas du mot handicap, de la singularité. Parce que je pense encore une fois, c'est que aujourd'hui, on est tous différents, on a tous quelque chose, un petit truc en plus, salut Artus. Si tu regardes, tu pourras liker aussi. Ou alors, si tu veux venir. Ou si tu veux venir, ici, on est très très bien. D'ailleurs, si tu manques d'inspiration pour le projet de loi, moi j'invite, mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez voilà. Parce que moi, mon but, c'est carrément de pousser l'émission le max possible. Et demain, j'aimerais bien pouvoir avoir en face de moi quelqu'un qui est un décideur, un ministre, un secrétaire délégué, et de lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait le recueil, j'interviewe du monde, et j'ai eu ça comme remarque. Il y a ces sujets d'accessibilité, la mobilité. J'ai reçu Charlotte aussi qui m'a parlé de la problématique de la mobilité, les voitures électriques qui ne sont pas du tout pensées pour être inclusives, en gros, pour la mobilité, puisque tu sais, il y a les planchers et les batteries. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais on ne peut plus déconstruire la voiture pour faire une accessibilité. Donc, tu vois, c'est un problème. Enfin, il y a plein de sujets. Donc, si vous avez des idées de projets de loi, mettez-les dans les commentaires. On fera une compilation, on ira mais même si je peux faire juste un aparté sur aussi l'annonce qu'on a fait sur le gouvernement, Valérie Pécresse, sur la région, en disant oui, on va rendre accessibles les transports en commun. Déjà, d'une, tu n'as pas réussi à le faire pour les Jeux. Donc je vois pas pourquoi là tu y arriveras. Et puis pour moi, c'est un faux problème. De mettre autant d'argent dans quelque chose à rénover, tu sais, c'est comme on va essayer de rendre accessible tous les trucs vieux et ainsi de suite. Ben non. Commence déjà à construire tout pour que ça soit accessible. Et puis peut-être ça va prendre du temps, mais pense dès la conception. Et aujourd'hui, clairement, nos métros sont pas du tout adaptables. Mais il faut se le dire, sinon ça coûte tellement d'argent. Arrêtons de voir en mode oui, il faut que tout soit accessible. Honnêtement, pour une personne valide ou pas valide, d'aller dans les transports en commun, d'être bondé à certaines heures, personne n'a envie de ça. Non, mais donc, trouver des solutions pour des personnes. Mais tu peux moi, je pense à Omni avec la trottinette électrique. J'allais te dire ça. La prise en charge. Financer ça pour toutes les personnes qui sont en fauteuil. Autonomie. Tu n'encombres pas, tu n'as pas des travaux de folie à faire. On trouve même des financements parce que les gens ils vont me dire ouais, mais en trottinette dehors, je vais avoir froid ou quoi que ce soit. Et on va trouver. Il y a plein d'ingénieurs, il y a plein de choses où même trouvons des solutions. Je pense qu'il y a même des solutions. Ceux qui ont des solutions pour les personnes en fauteuil pour pas avoir froid ou la pluie et ainsi de suite. Mettez aussi les liens là-dedans pour pouvoir montrer tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'argent, on ne le met pas au bon endroit. C'est-à-dire que, ok, c'est pas accessible, mais c'est un fait. Personne n'a envie d'être dans les transports. Par contre, trouvons des solutions. Ça, c'est le problème. C'est pas accessible. La solution, pour moi, elle ne se trouve pas en aménageant ça. Elle est alternative. Financer les trottinettes, financer tout ça pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Ça les rend autonomes. Ils se déplacent plus facilement. Et au final, on se retrouvera pas avec des personnes qui disent ah, tu m'as roulé dessus. Non, mais clairement, si c'était accessible et que tout le monde, et on se retrouve avec 3-4 fauteuils en plus dans la rame, mais vous êtes sérieux, c'est déjà bondé. Donc, faut trouver d'autres solutions. C'est pas cohérent. Pour moi, c'est pas cohérent. Bon, ça nous en fait des pistes en tout cas de travail. Carrément. Bon.
On échange les rôles si tu veux, 2 minutes. Tu as une question à me poser toi par exemple Ah là tu me prends, tu me prends à chaud là. Peut-être que parce que je sais plus quoi dire. Non, bah moi, en fait, ce qui est très intéressant, c'est moi la vraie question. Tu l'as dit un petit peu, c'est aussi ça. C'est t'es pas en situation de handicap. On fait plein de choses avec le groupe aussi et la communauté ensemble qu'on construit. Je suis votre quota d'ailleurs. Ouais, tu es notre quota de valides. Parce qu'il y a beaucoup de valides. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de se dire pourquoi il n'y a pas plus de gens comme toi, en quelque sorte, de personnes, parce que tu disais que tu n'es pas forcément touché de près ou de loin sur le handicap, mais toi, qu'est-ce qui a été déclencheur chez toi qui a fait qu'aujourd'hui, tu as pris conscience qu'en fait, cette différence et d'inclure et de travailler avec des personnes en situation de handicap avait un réel sens. Ouais. Ben le pourquoi pas, j'ai répondu en disant, quand je te parlais de l'exemple de Hugo Clément, oui. tu vois, tu as plein de causes en fait que tu peux défendre dans ta vie et il n'y a pas forcément besoin de te toucher, tu vois, par ça. Et donc, pour répondre au pourquoi, ben, c'est un faisceau de réflexion. En fait, j'ai été invité il y a des années de ça à dynamiser une commission du handicap qui manquait un peu de dynamisme. On m'a dit, toi qui es un peu dans le social, qui toujours pense à l'humain, qui n'aime pas trop la techno, qui au contraire qui est sur l'humain, viens, on a besoin de compléter la commission pour booster. Et donc ma première réflexion, c'était de dire non, mais j'y connais rien au handicap, je suis pas du tout la bonne personne. Et il m'a dit, mais justement, autour de la table, il y a que des gens qui connaissent le handicap, Cap Emploi, enfin plein d'acteurs comme ça qui sont hyper dédiés. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est une vision un peu de chef d'entreprise ou de dynamisme pour booster le truc. Du coup, je dis ok, ouais, pourquoi pas, si tu vois. Donc j'y suis allé et effectivement là, je me suis rendu compte un peu de la discrimination, de toute l'injustice, le travail, le chantier. Tu vois, on a abordé plein de choses ensemble, mais à chaque podcast, il y a plein. Je me suis rendu compte de tout le chantier, de tout ce qu'il y avait, et puis surtout qu'il y a des personnes formidables qui sont autour ou concernées. Tu vois le directeur de Cap Emploi que je connais, il n'est pas du tout concerné. Pourtant, il passe sa vie et sa mission à faire ça. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être touché. Et donc, un peu, je me suis dit, et ça me correspond bien, tu vois, d'être un peu différent, de travailler ma singularité. Et de ne pas me dire que j'ai besoin d'être touché. Sinon, c'est une forme d'égoïsme si on doit se dire qu'à chaque fois, on doit être touché par quelque chose pour s'impliquer là-dessus. Donc, moi, j'avais envie d'y aller. Et donc, c'est plutôt pourquoi pas, le pourquoi, et un faisceau de réflexion. Et ce que je veux amener, moi, c'est, tu vois, quand j'ai conçu mes concepts de cantine un peu, de cantine inclusive, où en fait, je mets des petits frigos avec une caisse et avec une personne handicapée qui fait la vente des plats, c'est de dire, j'apporte un service aux entreprises qui est bienveillant, qui est inclusif, une pause déj savoureuse, et on vient aussi un peu casser le modèle technologique qu'il y a aujourd'hui, où tu as l'impression que tout doit être distribué de manière automatique, avec les frigos connectés, avec les distributeurs automatiques. Et je viens de déconstruire un modèle techno en disant, la technologie, elle est top quand elle aide l'humain, mais si elle est là pour remplacer et qu'il n'y a même pas de valeur ajoutée, ça ne m'intéresse pas. Surtout que moi, mon service, il n'est pas plus cher qu'une solution automatisée, c'est le même prix, sauf que je suis le même prix, mais je suis déductible, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, en vrai, je suis moins cher. Donc vous mettez l'humain au cœur de votre entreprise, c'est exactement le slogan que vous mettez. Et en plus, vous avez des meilleurs plats, parce que moi, la food, c'est mon métier. Et puis vous avez une image d'entreprise qui n'est pas la même quand tu mets un service comme ça. Donc enfin, voilà, l'idée, c'est de réunir à la fois une cause, de la visibilité, de l'impact, mais tout en ayant un modèle durable et qui montre qu'on peut faire du business de manière saine. Et sans forcément toujours travailler technologie. Enfin, voilà, tu vois, je comprends. Je pourrais en parler 1 heure, tu vois. Et en tout cas, tu as utilisé un mot qui va aussi aller chercher ton toi profond, c'est l'injustice. Ouais, voilà. En quelque sorte, c'est que tu as vu de l'injustice et là, tu t'es dit, ça, c'est pas possible. Et exactement. Donc, il faut travailler dessus. Voilà, exactement. Super, écoute, j'ai passé un super moment à découvrir un peu plus ton parcours, ton palmarès. J'espère que vous aussi, dites-le dans les commentaires et puis surtout, vous pensez à liker et à vous abonner. Mathieu, un dernier mot pour la fin ? Non, aimez vos singularités et osez les révéler. Je pense que c'est ça qui est le plus important. T'as raison, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu. Et puis voilà, à très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt.